Il est 19 h, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la première à la une de l'actualité de ce lundi. Un bureau nomade, c'est l'idée du truck Fa'aroa, mis en service par l'Office de l'Habitat. Son objectif, devenir une passerelle entre les services et les familles. Les héros des Jeux du Pacifique sont de retour au Fénois, des médailles d'or autour de cou, des médailles d'argent, de bronze, des sourires et de l'émotion. La moisson 2023 a été bonne malgré une organisation parfois confuse. Et c'est raté de la barge, coraux brisé, enquête ouverte par le parquet, voyage de Tony Estanguet annulé, l'épreuve de surf à Tiahupo et sur la Sellette. Nous ferons le point avec la ministre des Sports, Naïma Temari, est notre invitée ce soir. Et puis nous terminerons cette édition par la jeunesse, une jeunesse qui, grâce à l'UPJ, trouve des missions en service civique, un dispositif de l'État. Mais d'abord, le corps sans vie d'un jeune homme de 21 ans a été retrouvé ce midi, parti se baigner derrière l'école Mamou à Papeete hier. Il a été emporté au large par le courant. Le JRCC a déployé l'hélicoptère Dauphin et 2 jet-skis. Les pompiers et la famille ont également participé aux recherches. Hier et aujourd'hui, ce sont finalement les proches de la victime qui ont retrouvé et ramené à terre le corps ce lundi en fin de matinée. Un drame fatal, explique Henri Flore, le maire de Papeete, au micro de Pierre-Emmanuel Garot. C'est aussi dommage pour un jeune de 21 ans. Il y a eu une petite fête avec quelques jeunes. Ils étaient 4 ou 5 derrière l'école Mamou à Papeete. Il a peut-être décidé de nager un peu juste derrière l'école. Et de là, il y a eu un drame fatal. La protection civile, l'hélico, il y a eu quand même des moyens qui ont été mis en place par l'État, par la protection civile. La gendarmerie était là avec l'hélico. Ils ont fait des recherches jusqu'à 19h, 20h et on a arrêté la recherche d'hier soir. Et ce matin tôt, il y avait le papa, il y a eu une petite réunion entre nous, les élus et quelques sapeurs-pompiers et la famille. Le papa est venu avec son bateau de pêche et on a fait des recherches jusqu'à 10h. On a pu retrouver le corps de ce jeune. L'OPH lance son agence mobile, le truck Fa'aroa. 3 fois par semaine, il se rend dans les quartiers, partout sur Tahiti. Son objectif, rencontrer et renforcer les liens avec les usagers. Un service de proximité pour faciliter les démarches à destination des populations éloignées ou dans l'impossibilité de se rendre à l'agence. Ce matin, le truck s'est installé à la Cité Grand de Pirée. Caroline Fary et Jérôme Lee étaient sur place. Regardez. Non, ce n'est pas la roulotte du coin, mais plutôt le truck Fa'aroa et ses agents de l'Office polynésien de l'habitat. Ils viennent visiter les habitants des 62 logements sociaux de la Cité Grand. On ne vient pas vérifier si vous avez payé ou vous n'avez pas payé. C'est juste pour vous dire voilà le sol qu'il y a. Et puis après toi, je sais que tout est à jour. Pas de souci. On commence à distribuer les quittances ce matin. Ça nous permet de rencontrer tous les locataires aussi pour voir s'il y a des difficultés comme des réclamations. Et puis le bus qui est là justement est à la disposition de tout le monde parce qu'il y a 1, 2, 3, 5 bâtiments. Marereva, gardienne du lotissement et prestataire pour l'OPH, encourage les habitants à venir rencontrer les agents. Il faut vraiment que eux, les gens d'ici de la résidence, qui profitent. L'OPH est là, ok? Il ne faut pas qu'ils attendent que l'OPH rentre. C'est là ils vont dire des choses de l'OPH. Non, il faut venir. Et si les locataires ne descendent pas, les agents, eux, vont s'enquérir de leurs petits problèmes au quotidien. Cela, du coup, ça bouche votre vie ou... Voilà, obligé après déboucher. Tout. Là, aujourd'hui, on est censé prendre des réclamations techniques si jamais les locataires ils en ont, que ça soit pour des fuites d'eau, des demandes de travaux et tout. Ah non, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour nous aussi. Pour ça, il y aurait plus de fuites. Le véhicule, aménagé en bureau nomade, peut facilement se déplacer dans les servitudes, un investissement de 10 millions de francs et une accessibilité favorable à l'inclusion sociale. Sur notre site oph.pf, on peut payer les loyers en se connectant et en payant avec une carte. Sinon, comme dans tout bail de locataire, on peut payer avec des virements. Donc c'est le mode de recouvrement privilégié pour nous et qu'on incite nos locataires à utiliser ce mode de paiement. On fait des affichages dans les résidences en amont pour pouvoir annoncer aux locataires de notre présence avec les dates et les horaires. Et également, on leur envoie des SMS pour justement le prévenir qu'on sera présent à tel endroit pour leur réclamation, paiement des factures, etc. Véritable passerelle entre l'OPH et les familles.
Le truck circulera 3 fois par semaine sur toute l'île de Tahiti. 57 médailles d'or et une deuxième place au classement général derrière la Nouvelle-Calédonie. La délégation tahitienne est revenue des Jeux du Pacifique très tôt ce matin. Joie, larmes, des retrouvailles émouvantes avec les proches et des champions ravis de leur séjour aux îles Salomon. Petite goutte d'amertume tout de même, une organisation sur place quelque peu confuse. Ismaël Tayata et Juan Potorou nous en disent plus. C'est un rouge vif qui ne passe pas inaperçu. Le retour en grande pente de la délégation polynésienne. Le bilan reste satisfaisant dans l'ensemble. Très très bien passé. On a fait le contrat, on a rempli le contrat. On aurait peut-être pu faire 2 ou 3 médailles de plus, mais bon, on a souffert de la chaleur, énormément de la chaleur. Mais bon, c'est des jeux qui étaient bien. Tous les jours, on y allait, on a pu découvrir tous les autres sports. Et apprécier chaque discipline qu'on ne connaissait pas. Et ils étaient contents de nous voir. Tout le monde était taroué. Donc voilà, on a pu quand même ramener 6 médailles d'or, 3 argent et 3 bronzes. Derrière la carte postale, plusieurs points noirs, notamment une mauvaise coordination entre officiels et organisateurs. Pire, des attitudes antisportives durant les compétitions. Comme c'est la Nouvelle-Zélande qui chapeaute, alors on était avisés avec la Nouvelle-Calédonie. Toutes les séries, on se retrouve à chaque fois avec la Nouvelle-Calédonie et Tahiti pour pouvoir mettre en repêchage, quoi. Et on a perdu la V12, on n'était pas prêts. Avec Fidji, on n'était pas encore arrivé dans nos coulons, ils ont lâché. Il y a des choses encore à améliorer, comme d'habitude, comme toutes les grandes compétitions, l'arbitrage, les relations, après voilà. C'est un truc qui c'est compris dans le package, mais je pense qu'on va retenir les meilleures choses. J'ai gagné les 3 rounds, il n'y avait même pas à en discuter. Et on m'a volé en donnant une décision partagée en faveur de mon adversaire. C'est inadmissible en fait. Non, je l'ai en travers de la gorge. Malgré tous ces freins, la Polynésie a tout de même pu tirer son épingle du jeu. Je veux remercier toute cette jeunesse-là, c'est que des jeunes. Il y a beaucoup qui critiquent les cadettes, les juniors, mais ce n'est pas leur faute. C'est la faute des aînés qui refusent la sélection. Il y a beaucoup d'émotions aussi pour ce retour-là avec la première équipe qui est revenue. Donc on est resté pour la deuxième semaine. Et puis là, on a vraiment besoin de retrouver nos familles. Pour les Jeux de 2027, Louis Provost veut une organisation irréprochable. Pas question de faire les mêmes erreurs qu'à Honiara. Il y a du travail qui a été fait par l'équipe du coach, avec Nolene Parker comme présidente et toute son équipe d'observateurs. Donc un rapport va être établi et à partir de là, ça nous permettra de mieux s'organiser. En 2027, ce sera à domicile et une première place au classement général dans le viseur. Et ce soir, nous recevons en plateau la ministre des Sports, Naema Temari Yorana. Yorana Sulian et Yorana à tous les téléspectateurs de Polynésie. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a vu dans ce sujet, 57 médailles d'or, une belle moisson. En 2019, je rappelle, il n'y avait eu que 35 médailles d'or. Comment on explique ce succès des Jeux du Pacifique pour la délégation tahitienne ? J'aurais envie de dire, dans le délai d'Olympiade entre 2 Jeux il y a 4 ans, il faut tout simplement féliciter le travail des fédérations, féliciter le travail des athlètes qui n'ont rien lâché et du coup je profite de l'occasion pour les remercier du fond du cœur d'avoir porté les couleurs de notre pays, pas seulement eux mais également tous les bénévoles, le staff, les chefs de délégation, la petite équipe médicale parce que ça a clairement été le gros coup de cœur pour l'ensemble des athlètes, ils ont fait l'unanimité, le staff médical et enfin bien évidemment le COPF et j'ai une grande pensée pour toutes les familles qui sont restées à Tahiti et qui grâce à vous ont suivi ces Jeux du Pacifique, à vous et à d'autres médias. Donc merci à tous d'avoir porté les couleurs du pays. Le temps est donné. Donc, en fait, il n'y a plus que la première place à aller chercher à Tahiti en 2027. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire forcément des budgets pour accompagner la préparation de nos fédérations. Et alors justement, vous vous êtes rendu sur place, ça vous a permis de voir peut-être ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Du coup, vous avez déjà des pistes un petit peu pour 2027 ? Alors, il faut bien scinder les choses. Il y a le comité organisateur des Jeux, Louis Provost en parlait, qui va être en charge de toute la partie organisation. Et là, je pense qu'on peut faire confiance à Nolene Parker, qui est particulièrement expérimentée. Et puis le pays, au titre donc des infrastructures. Et effectivement, le constat était assez difficile et certains athlètes ont partagé
partagé ma position. Effectivement, les infrastructures étaient flambant neuves et magnifiques, sauf qu'en fait, on tournait la tête à droite, on voyait de magnifiques infrastructures, et on tournait la tête à gauche et on voyait la misère, la pauvreté, la famine, etc. Donc, il n'est pas question pour nous d'aller faire du waouh et le grand show en termes d'infrastructures. Le PGC l'a confirmé. Nous disposons de ce dont on a besoin. Maintenant, il est question de réhabiliter, de mettre aux normes internationales pour constituer un réel héritage pour nos fédérations, pour nos enfants dans les écoles, mais aussi et surtout pour potentiellement accueillir d'autres candidatures à l'échelle internationale. Alors, on va aborder maintenant un sujet plus épineux, c'est Tiaopo. On a vu en ce moment, donc ça fait c'est au centre des attentions. Donc, il y a eu cet essai raté de la barge, des coraux brisés. Moïta Broderson s'est rendu sur place hier auprès des défenseurs. Vous-même, vous avez réagi sur Instagram, vous vous êtes excusé. Vous avez dit, je vous cite, il va falloir assumer, réparer, repenser. Repenser, c'est-à-dire quelles solutions aujourd'hui, justement, sont évoquées? Je pense que d'abord, avant même de parler des solutions, je reviens sur donc, la position du président qui s'est rendu tout seul à Tiaopo avec sa femme, et puis ma réaction sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de s'excuser, de demander pardon. C'est ce qui a été fait hier dans la reconnexion avec notamment la population, l'association qui défend l'environnement, et puis Tiaopo et Setupuna. Évidemment, il est question de tout repenser, c'est-à-dire qu'on pensait avoir trouvé la solution. La solution en elle-même, elle ne change pas. Par contre, on creuse beaucoup plus dans les process, la méthodologie utilisée. Clairement, cette barge n'aurait jamais dû être là, n'aurait jamais dû essayer de passer, mais il n'est pas question pour nous de nous dédouaner, on va assumer. Vous avez eu une réunion aujourd'hui, justement. Exactement. Donc, en fait, on a eu plusieurs réunions. La première réunion s'est faite, bien évidemment, le jour même, vendredi après-midi, pour apporter l'ensemble des éléments, notamment techniques et opérationnels au président. Ensuite, nous avons eu une seconde réunion de crise à 14h samedi à la présidence. Cet après-midi, j'étais avec l'ensemble des techniciens pour enfin préparer une réunion technique qui se tiendra donc demain en présence de notre président à la présidence. Il n'est aujourd'hui plus question que je ne participe pas aux réunions. L'idée, c'est que lorsqu'on travaille la théorie, qu'on ait la garantie que sur le terrain, ça suive. Alors justement, Moïta Broderson a également demandé à Tony Estanguet, qui devait, donc Tony Estanguet, je rappelle, qui est le président du comité d'organisation des JO Paris 2024, il devait arriver ce soir. Finalement, Moïta Broderson, le président du pays, a demandé à reporter ce voyage. Pourquoi? Pour vous laisser le temps de pouvoir réfléchir? Le climat est trop tendu? Alors, c'est pas seulement pour le contexte des JO, c'est aussi et surtout parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on traite les budgets. Cette semaine, on a la commission budget, économie et finances. La semaine prochaine, on aura la première session plénière pour entériner, voter le budget primitif 2024. Donc, clairement, ça ne laisse pas le temps au gouvernement de pouvoir accueillir Tony dans de bonnes conditions. Il n'est pas question pour nous de ne pas le recevoir suite à ce qui se passe sur Tiaopo. Je suis convaincue qu'il suit de très près ce dossier. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est effectivement, la priorité n'est pas là. On l'accueillera avec grand plaisir. Mais nous, on a les budgets 2024 à sécuriser. Dans ces budgets, il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a tout le reste. Et puis, on a aussi envie de continuer à se concentrer sur les solutions techniques, mais il n'est plus question de faire sans les personnes expérimentées sur le site. Est-ce qu'il y a un risque que les JO n'aient pas lieu? Vous l'aviez évoqué au début de vos premiers jours en tant que ministre, cette possibilité de révoquer l'organisation, puis finalement, ce n'était pas envisageable. Il était question notamment d'un problème juridique, mais aussi de coûts financiers. C'est-à-dire, quels sont les coûts financiers de la Polynésie? Aujourd'hui, et c'est un travail qui a pris 4 mois, la consolidation pour le pays de tout ce qui a été investi pour avoir en fait ce qu'on appelle une vue d'ensemble qui permet le pilotage. Ça a pris 4 mois à mes équipes pour consolider le dossier, c'est quand même un peu aberrant. Mais au sortir de ces 4 mois, le coût total de ces Jeux Olympiques s'élève à près de 4,8 milliards de francs, tout confondu. Il y a tous les aménagements, c'est pas que la tour des juges. Donc il faut partir du principe, mais je le dis avec beaucoup de précaution, on en a parlé toutes les deux, révoquer de tels jeux, il faudrait rajouter à ce coût sur plus de 10% éventuellement, à minima, mais il y a plein d'autres paramètres que nous ne maîtrisons pas. Aujourd'hui, donc on continue à travailler, puisque la position à cet instant du pays, c'est de continuer à mener les engagements qui ont été pris
bien avant notre nomination, mais je me pose la question, ils auraient fait comment mes prédécesseurs pour gérer ce dossier? Sincèrement, je me la pose assez souvent. Merci beaucoup. Une dernière question rapidement sur un petit bilan des Assises de la jeunesse qui ont eu lieu ce week-end. C'était l'objet principal de ma venue sur votre plateau. Donc effectivement, ce week-end, on a tenu les Assises de la jeunesse, les premières de notre mandature, mais pas les premières du pays. Il y en a eu en 2016. Il y a eu une consultation auprès de 1600 jeunes en 2021. Donc l'objectif, en fait, c'est de récupérer tout ce qui a été fait en amont. Ensuite, il est question de faire le bilan de ce qui est ressorti. On a vu donc des jeunes, des moins jeunes, des bénévoles, des encadrants, les communes, tout le monde était autour de la table. Je regrette que la diversité des partis politiques représentés à l'Assemblée de la Polynésie n'ait pas été représentée sur nos assises, mais je sais que je vais pouvoir compter sur nos élus, quelle que soit l'appartenance politique. L'objectif pour nous, c'est de dessiner le schéma directeur des 10 prochaines années. Donc, on présente la première proposition au mois de septembre 2024. Et notre idée, c'est d'entériner ça en Conseil des ministres et à l'Assemblée de la Polynésie française pour s'inscrire dans la pérennité. Merci beaucoup, Naïma Temari. Je rappelle que vous êtes la ministre des Sports et de la Jeunesse. Maruru. La lutte contre le sida se poursuit. 4 jours de dépistage gratuit. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 décembre du côté du kiosque Fetia Ora à l'Amener entre 8h et midi. Les derniers chiffres sont alarmants. 6 personnes contaminées rien que pour le mois de novembre. Au total, 172 personnes sont porteuses du virus du VIH en Polynésie, dont 40 ont développé le sida. Pour le ministère de la Santé, il y a donc urgence à dépister. On remarque que les gens souvent ne pensent pas à se faire dépister. Le dépistage est un des piliers importants de la prévention dans la lutte contre les IST, dont le VIH fait partie, bien entendu. Le but, c'est ça, c'est d'enlever un peu le tabou qu'il y a autour de ça. Le déni aussi, les gens parfois préfèrent ne pas se faire dépister pour ne pas savoir. Et en fait, c'est une erreur. Les traitements maintenant pour toutes les IST sont tels que si on ne peut pas les guérir, on peut de toute façon stopper leur évolution et avoir une vie normale. Se mettre à la place des personnes à mobilité réduite. La demande émane de Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap. Le président du pays et ses ministres ont accepté le défi, se rendre en fauteuil roulant de la présidence à la gare maritime. Effort physique, manipulation compliquée, obstacles sur la route, un parcours difficile, voire dangereux. Et encore, les membres du gouvernement ont été aidés par la sécurité de la présidence. On écoute le président Brotherson et la déléguée au handicap au micro de Nicolas Suire. C'était une demande de ma part parce que le handicap, on peut en discuter 10 000 ans, mais il faut le vivre pour le comprendre. Je me mets à la place d'une personne PMR non accompagnée qui doit ne serait-ce que prendre un passage piéton ou emprunter la route parce que tout simplement le trottoir n'est pas adapté parce qu'il y a un arbre au milieu, parce qu'il y a une racine qui a déformé le trottoir. Honnêtement, ces personnes-là, ces frères et sœurs PMR qui essayent tout simplement d'aller d'un point A à un point B, mettent leur vie en danger quasiment tous les jours. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que société de faire ce qu'on peut pour les aider. Torea Mauve, rencontre, intercolonie de vacances et de loisirs, festival dédié aux jeunes, pas moins de 75 événements proposés par l'Union polynésienne pour la jeunesse. En chiffres, l'UPJ, c'est 30 associations, 2000 bénévoles et plus de 20 000 enfants accompagnés par an. Créée en 1978, elle est également partenaire du service civique déployé par l'État. James O et Nicolas Suire ont suivi le temps d'une matinée ces jeunes en mission. À 22 ans, Mahana Brothers a été recrutée en juin dernier en tant qu'assistante communication au sein de l'Union pour la jeunesse. À l'issue de sa formation à l'école Poly 3D, la jeune femme originaire de Herif AA peine à décrocher un emploi. C'est une amie qui lui montre la voie du service civique. Un petit peu de tout ce qui est dans la communication, c'est-à-dire prendre des photos, prendre des vidéos, interviewer des gens, mais aussi faire des visuels pour notre page Facebook ou Instagram, mais aussi des affiches pour les événements que l'UPJ propose. À l'extérieur, un groupe de jeunes est occupé à réaliser du mobilier avec du bois de récupération. Eux aussi ont été engagés en service civique à un dispositif d'État destiné aux jeunes de 16 à 30 ans et dont l'objectif est de servir l'intérêt général. Ce lundi matin, ils reçoivent les dernières consignes du directeur.
Ensuite, l'UPJ est détenteur d'un agrément territorial par le biais du Haut-Commissariat. Et donc, on accueille plus de 80 jeunes qui viennent en mission, soit à l'intérieur du réseau de l'UPJ. Ça veut dire que l'UPJ capitalise les contrats à son niveau et les engagés sont dispersés et mis à disposition de nos structures associatives, donc du réseau de l'UPJ. Ensuite, il y a un autre contingent qui, lui, est mobilisé directement au siège de l'Union. Malheureusement, le dispositif n'est pas renouvelable, mais Tauahere Mauno nous l'assure, un bon nombre de ces jeunes continuent de soutenir les actions de l'UPJ après leur engagement à titre bénévole. C'est la fin de cette édition. L'information principale, essai raté de la barge des coraux brisés, une enquête ouverte et annulation de la visite de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO Paris 2024. L'épreuve de surf à Taupo est-elle sur la sellette? Au programme de votre soirée, 2 séries. Abyss, suivi de Scandale. Et à la une de votre quotidien demain, l'expérience du handicap. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plijard aux commandes de votre journal. Quant à moi, je vous dis à vendredi. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet